armée du Congo en séjour en Suisse pour une activité culturelle, à savoir la grande première de notre spectacle Lisanga sur invitation de l'ASBEL Baoba. Nous avons donc profité de cette opportunité pour nous entretenir avec un certain nombre de nos compatriotes qui sont ici par rapport à leurs activités ici et aussi par rapport à leur lecture de tout ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'évidemment, le transport de population était limité. Donc, comme de marchandises, nous avons dû camper dans un endroit de Jacqueline. Donc, parmi les sacs, pour faire le chemin et tout, et à le risque de... Nous sommes ici à Genève devant le château de Grange que vous voyez dans le décor et qui fait face au lac Léman, un lac qui est très connu ici en Suisse. Et c'est l'endroit que nous avons choisi pour nous entretenir avec des compatriotes à propos de l'actualité dans notre pays. Et parmi cette actualité, il y a la publication un peu osée d'un ouvrage de droit, ouvrage écrit par M. Bochab, qui est dans le précaré de M. Kabila. Et chose curieuse, dans cet ouvrage, il veut pousser les gens pratiquement à la faute et justifier une éventuelle révision de la Constitution quand on se souvient que c'est lui qui avait présidé les séances où on a révisé à la hussarde les 2 tours de la présidentielle. Et nous pensons que s'il était intelligent, c'était le moment où il aurait dû suggérer tout ce qu'il a mis dans ce gros bouquin que nous avons feuilleté. Et donc nous allons laisser la parole à nos compatriotes de Suisse qui vont parler de cet ouvrage. Et avec nous, nous avons M. Kamba et qui va se présenter. Je m'appelle François Kamba, je suis de nationalité congolaise. Je vis en Suisse depuis plusieurs décennies. J'ai fait des études à Lubumbashi et à l'université de Fribourg en Suisse. Je vis maintenant ici à Genève depuis quelques années. Merci bien, M. Kamba. L'actualité politique dans notre pays est dominée par les tentatives de se cramponner éternellement au pouvoir du président sortant. Nous avons cité M. Joseph Kabila, qui, déjà avec son hold-up électoral du 28 novembre 2011, a triché. Et maintenant, il se rend compte qu'un mandat, il n'est pas statique. Après quelques temps, il est fini. Or, dans notre constitution, il n'y a que 2 mandats. Comme il a envie de se représenter, eh bien, on assiste au début de certaines manœuvres. Entre autres, la sortie d'un ouvrage qui vous a personnellement intéressé. Est-ce que vous pouvez me donner le titre de cet ouvrage? Ce livre est intitulé Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Il est écrit par M. Évariste Bochab, qui est bien connu au Congo, préfacé par un ancien professeur de l'Université catholique de Lima, Henri Simonard. D'abord, une question de principe. Pourquoi une constitution dans un pays? Une question très intéressante. La constitution est ce qu'on peut appeler en d'autres termes la loi fondamentale d'un pays. C'est la norme des normes, c'est la source d'où découle le système juridique et politique d'un pays, donc censé présider aux destinées de ce pays-là, pour construire la cohésion, pour construire la paix, la prospérité, l'avenir du pays. Chaque pays se dote en ce sens d'une constitution. Elle est le plus souvent écrite
dans les pays du vieux continent, on peut en trouver qui ne sont pas écrits. Mais là n'est pas le problème, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Oui, mais chaque pays est régi par une constitution. Oui, pour nous les profanes, c'est souvent on dit que la constitution est la loi des lois et qu'au-dessus d'elle, il n'y a personne. C'est cela? Ou c'est un peu un raccourci? C'est bien cela dans la mesure où tous les citoyens d'un pays, s'ils fonctionnent normalement, sont censés évidemment se soumettre à la loi de ces pays. Censés seulement, oui, ils peuvent ne pas se soumettre. Il a dit qu'il y a une marge pour nous permettre à quelqu'un de ne pas se soumettre. Non, il n'y a pas de marge. Mais la règle est que pour que le pays fonctionne bien, tous les citoyens se soumettent aux lois et règlements du pays. Bien, merci. Mais on sait très bien qu'en pratique, dans les pratiques politiques, la Constitution est violée, et notamment dans les dictatures, en particulier chez nous. Donc voilà. Oui, nous allons y arriver. Vous avez lu l'ouvrage de M. Beauchab. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment est-il structuré? Qu'y a-t-il dedans? Ce livre est composé de 5 chapitres. Les 2 premiers chapitres sont des chapitres assez généraux qu'on trouve dans tous les manuels de droit constitutionnel ou de Sciences Po, qui définissent la Constitution, qui rappellent les mécanismes de révision d'une Constitution. Donc, une matière très générale dans les 2 premiers chapitres. L'entrée véritablement en matière de ces livres commence à partir de ce 3e chapitre qui pose, clairement, donc pour l'auteur, donne les raisons de la révisibilité de notre Constitution du 18 février 2006 qui régit notre pays actuellement. Donc l'entrée en matière s'est faite à partir de ce 3e chapitre, du 4e et du 5e. Mais le cœur du livre est justement le 3e chapitre, parce que c'est ce chapitre qui en même temps ouvre le débat. Qu'est-ce qu'il pose comme le débat? À quel niveau est-ce qu'il met le débat? C'est-à-dire qu'il a vu une faille dans cette Constitution? Exactement. Alors, M. Évariste Beauchab procède à une analyse des types juridiques qui épinglent les failles, les imperfections de notre Constitution. Je regroupe ces imperfections en 3 catégories. Celles qui relèvent des incorrections logiques, puis-je dire les choses comme ça, les incohérences, les ambiguïtés, etc. Dans une première catégorie, les lacunes, des dispositions qui auraient pu faire partie de cette Constitution pour l'affiner, pour la rendre plus démocratique, qui n'existe pas. Une 2e partie et la 3e partie consacrée aux dispositions programmatiques qui sont en même temps, il ne s'empêche pas de le dire, conflictuogènes de la Constitution. Voilà. Alors, il pose ce constat partant de ces imperfections. D'abord, est-ce que M. Beauchab a affirmé clairement qu'il faut réviser la Constitution? Si oui, où? Sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Son propos est très subtil. Partant de failles, des imperfections qu'il trouve à la Constitution, évidemment, il se tient à la thèse que la non-révision constitutionnelle
conduirait à l'inanition de la nation. Il utilise le mot inanition de la nation. Et en termes bibliques, ça veut dire quoi? Emprunté à la biologie de la science, inanition, ça veut dire la perte de l'âme. Ce qui constitue le principe moteur d'un organisme. Donc, en matière de l'État, ça veut dire la non-révision, donc rendrait l'État congolais inopérant. Très bien. Ça signifie bien, compte tenu des termes qu'il utilise, même si son propos est mesuré, que l'intention de proposer une révision est là. Même si, évidemment, il prend aussi des précautions de ne pas, en tout cas dans son propos, opposer un timing. Avant de poursuivre avec... on finit d'abord la lecture, votre lecture du livre, et puis nous allons passer à des questions de réflexion aussi. Et en définitive, dans son livre, quelle est sa conclusion? Sa conclusion, comme je viens de le dire, est que nous sommes arrivés à un point où il faut réviser la Constitution du 18 février 2006. Faisant le constat de sa imperfection, s'appuyant sur son expérience intime, étant donné qu'il est en même temps un homme politique des institutions, il arrive à cette conclusion-là, évidemment. Il ne dicte pas un timing, c'est une subtilité politique qu'il prend, mais en même temps, le débat est là. Cela dit, il n'a pas considéré tout le côté politique, évidemment, d'un pareil débat qui lui est. Bien, merci. Une toute dernière question. Il y a des dispositions constitutionnelles qui font débat. Entre autres, l'article 220, on dit bétonner. Est-ce qu'il en parle? Si oui, qu'en dit-il? Il en parle. Il prend le soin de parler de toutes les dispositions dites irréformables, verrouillées dans notre Constitution. Et il est d'accord, il n'est pas sans singulièrement insister sur cette disposition-là. Mais tout le monde sait que, évidemment, en filigrane, étant donné la médiocrité de la classe politique dans notre pays, c'est surtout celle-là qui l'intéresse. Et que son camp soit assuré au cas où on viendrait à une révision constitutionnelle qui toucherait y compris ces dispositions-là dites intangibles, qu'il soit assuré de se pérenniser au peuple. Je repose la même question autrement. Par rapport aux dispositions constitutionnelles qui sont bétonnées, dit-il quelque part clairement qu'on peut y toucher ou pas? Non. Encore une fois, il le fait de manière très subtile. Il ouvre le débat juridique sur le plan doctrinal, sur des dispositions dites en quelque sorte supraconstitutionnelles, des dispositions irréformables, verrouillées, intangibles. Il se contente de nous dire que la multiplication de ce genre de dispositions dans les constitutions africaines, évidemment, pose problème, dans la mesure où le débat juridique qu'ils ouvrent est là. De quel droit est-ce que une génération donnée qui bénéficie de tel droit reconnu dans une constitution donnée, de quel droit cette génération peut-elle prendre en otage toutes les générations futures d'un pays? C'est un débat juridique
sérieux qui montrent qu'il y a des apories. Donc on trouve des gens pour, avec un avis pour ces dispositions. On trouve aussi des gens avec un avis contre ces dispositions en termes académiques, en termes doctrinaux. Mais du moment que ces dispositions ont été posées dans notre Constitution, évidemment, ce qui est l'expression du traumatisme de notre passé, ces dispositions sont censées conjurer notre avenir. Du moment que ces dispositions ont été posées dans les dispositions verrouillées. Ouais. A-t-il affirmé expressis verbis qu'il faut revoir les dispositions verrouillées? Non, il ne le fait pas. Il est subtil dans son propos. Il ouvre le débat en matière constitutionnelle sur les clauses et les dispositions supranationales, intangibles, verrouillées, irréformables, peu importe comment vous les appelez. Il s'inquiète de leur multiplication des institutions africaines et pense que, étant donné leur caractère controversé, que le débat doit être ouvert parce qu'on trouve deux juristes pour, on trouve des juristes contre, étant donné évidemment les problèmes d'ordre juridique que ces débats posent. Un des problèmes juridiques, c'est le fait de déroger le principe de non-réformabilité de ce qui a été construit, érigé par des hommes. Donc voilà, c'est un problème juridique sérieux. Une génération, par exemple, a-t-elle le droit de prendre en otage, à travers une disposition verrouillée, les générations futures? C'est un problème sérieux. Les uns disent non, ce qui a été fait par les hommes peut être aussi fait par les hommes. Les autres disent oui, notamment chez nous en Afrique, à cause du traumatisme causé par la dictature. Mais tout compte fait, ces dispositions existent dans notre Constitution à nous. Mais le fait d'ouvrir le débat nous prouve qu'il y a une intention politique cachée de banaliser les dispositions verrouillées de notre Constitution, de manière à ce que si par malheur, on procédait à une révision, que ces dispositions-là puissent être concernées aussi. Donc nous y voyons une intention politique, en tout cas cachée, de se pérenniser au pouvoir. Bien, merci Monsieur Kamba. Nous nous sommes contentés jusqu'ici à poser des questions à caractère purement juridique. Maintenant, nous allons entrer dans le volet politique de la chose. Première question. En 2005, quand on préparait le référendum constitutionnel, M. Malou Malou, qui était président de la commission électorale, avait imprimé 600 000 exemplaires de la Constitution seulement. Et il est peu probable que même 10% des gens, enfin, donc même si les 600 000 avaient été lus, il est peu probable que ça a été lu en profondeur. Qu'en dites-vous? Je pense que nous sommes au cœur des problèmes de notre pays, même si les bases juridiques de l'état des droits ont été timidement posées à travers la Constitution que nous avons actuellement, qui régit notre sort. Les mentalités sont restées dictatoriales. Les comportements politiques sont restés dictatoriaux. Je ne pense pas qu'il y avait une intention politique claire d'informer l'opinion congolaise au sujet de son sort
que cette constitution est censée le peu de quantité d'exemplaires imprimés, la non-clarté dans les mécanismes de distribution, le non-suivi de ce qui en a été fait, sont pour nous des indices à une volonté politique affirmée par des actes d'ancrer véritablement notre pays à la démocratie. Monsieur Bouchab est du grand présidentiel. Et donc, il est de ceux qui avaient la majorité pour l'actuelle forme de la Constitution. D'après vous, pourquoi il n'a pas fait ce livre à ce moment-là? Si M. Évariste Bochab était quelqu'un de bonne foi, tout ce qu'il propose aujourd'hui, il aurait pu le proposer en février 2011, lorsqu'il y a eu la première modification de la Constitution, pour que les correctifs soient intégrés dans notre loi fondamentale. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait à ce moment-là. Nous nous demandons pourquoi. Nous nous demandons pourquoi il ne le fait que maintenant. Il propose son chemin maintenant. Nous nous posons des questions de toutes sortes. Faut-il, chaque 5 ans, à l'approche des échéances électorales, procéder à une révision constitutionnelle au Congo? C'est une question. La Constitution n'est-elle pas censée être un élément de stabilité pour gérer le destin d'un pays? Étant donné justement nos pratiques politiques qui sont détestables, étant donné encore la large latitude que tout le pouvoir dans les pays dictatoriaux ont d'influer sur les révisions, les pratiques, manipuler l'opinion, proposer une révision actuellement, sachant que le pouvoir en place, évidemment, aura atteint la limite de gouvernance au courant de l'année 2016, mais l'intention derrière, l'intention cachée, l'intention politique, n'est-elle pas justement de procéder à une révision? Oui, professeur Fouelo, bonjour. Bonjour. Nous sommes de passage à Genève et nous vous avons vu dans la salle lors du spectacle, mais nous n'avons pas eu le temps de faire les journalistes. L'occasion nous en donné maintenant. Et en tant que grand acteur politique dans notre pays, quel est votre regard sur la situation du pays aujourd'hui? Je dirais que la situation est catastrophique, dramatique, pour plusieurs raisons. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'évoquer toutes ces raisons, mais je peux très rapidement ramasser quelques-unes. La première, c'est le retour de M. Malou Malou aux affaires, c'est-à-dire à la tête de la CENI. On sait que M. Malou Malou est la personne qui avait organisé le fraude électorale en 2006 et le pasteur Daniel Ngolmoulunda n'a fait que reproduire bêtement le mécanisme de fraude mis en place par son prédécesseur, donc l'abbé Malou Malou. Le replacer à la tête de la CENI revient à se moquer du peuple congolais. C'est une situation inacceptable. La deuxième raison que je peux évoquer, c'est donc le livre du professeur Bochab. Le professeur Bochab qui est juriste, qui est membre du pouvoir actuel,
s'est tue depuis la publication de la Constitution. Alors que nous qui ne sommes pas aux affaires, nous nous étions prononcés en faisant une critique acerbe de cette Constitution-là. Donc, voici un professeur de droit qui a pris connaissance de ce texte depuis sa sortie et qui, curieusement, s'est tué en 2006, en 2011. Et à la veille de prochaines élections qui auront lieu en 2016, si toutes les conditions sont réunies, le voici donc, je parle bien du professeur Bouchab, le voici donc qui vient avec un livre qu'il propose aux Congolais, dans lequel il nous propose carrément et sans froid aux yeux la révision de la Constitution. Cela fait sourire, mais au-delà de sourire, cela révolte. Du reste, le professeur Mbata avait fait une critique acerbe de ce livre. J'avoue personnellement que je ne l'ai pas encore lu, mais les compatriotes qui l'ont lu sont dans une colère mais totale, car il y a une double démarche. S'ils admettent l'approche juridique de son ouvrage, en revanche, ils fulminent de colère de l'approche politique. Car le professeur Bouchab voudrait tout simplement préparer le terrain de 2016, c'est-à-dire reviser la Constitution pour relancer leur maître, c'est-à-dire Joseph Kabila. Cela révolte dans ce sens que la Constitution qu'ils nous ont proposée et qu'ils ont magnifiée en disant que c'était la meilleure constitution d'Afrique, sinon du monde, cette même constitution limite le mandat à deux. Limite le mandat à deux, exactement. Et voici donc le professeur qui, à la fin de son deuxième mandat, vient proposer à la population congolaise de reviser. Pour quelle raison? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant, lors du premier mandat, par exemple? Et pourquoi a-t-il attendu jusqu'à... Donc cela montre tout simplement que les hommes du pouvoir se moquent du peuple congolais. Voilà ce que je peux donner. Il y en a beaucoup d'autres raisons, évidemment, qui peuvent être avancées. Mais ce sont ces deux-là que je mets en exergue. Et ces deux nous conduisent à parler de la concertation nationale. S'agissant de la concertation nationale, je dirais peu de choses. La première chose, c'est que la concertation nationale rappelle la palabre. Pour les Africains qui connaissent et qui maîtrisent le mécanisme de la palabre, il est dit que ce n'est pas le concerné qui convoque la palabre. La palabre a toujours été convoquée par des personnes neutres. Or, dans le cas d'espèce, c'est l'un des concernés, c'est-à-dire c'est lui qui a organisé les fraudes électorales en 2006 et en 2011, ou celui pour qui ces fraudes électorales ont été organisées, qui initie cette concertation nationale. C'est donc lui qui appelle le peuple à dialoguer, après avoir coquifié ce même peuple, c'est-à-dire après avoir, comment dirais-je, ignoré le choix de ce même peuple. Tout le monde se souvient des images qu'on a vues en 2005-2006, des enfants de moins de 18 ans, certains avaient même à peine 16 ans, qui avaient des cartes d'électeurs. On a vu des bulletins qui revenaient d'Afrique du Sud, déjà cochés, c'est-à-dire des électeurs fictifs qui avaient déjà choisi M. Joseph Kabila. Et dans ce contexte-là, voici donc quelqu'un qui est concerné au premier chef, qui est contesté par une forte partie de la popularité. Voici cette personne qui convoque le peuple à des concertations. Mais pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour parler de quoi? De fraude. Donc logiquement, il aurait dû réfléchir, confier la convocation de ces concertations nationales à une autorité neutre. Ça, c'est le premier choix. Or, il ne l'a pas fait. Ce qui me permet à dire que ce sera du temps perdu, ce sera de l'argent jeté par les fenêtres. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? C'est que quand on regarde la composition des membres de
de ce que sera donc cette concertation nationale, pour des gens qui suivent de très près, on se rend compte que ces membres sont pour la plupart des amis personnels, sinon des proches, des Congolais qui quelquefois affichent un discours qui plaît à l'opposition, mais qui en réalité sont des complices parce qu'ils sont à des connivences avec le pouvoir actuel. Donc, lorsqu'on convoque des Congolais en n'étant pas une autorité légitime et on met en avant des gens qui sont de votre camp, ben cela ne peut pas aboutir. Des deux, on confie la responsabilité au président du Sénat, M. Léon Kengwa-Dondo. Et M. Léon Kengwa-Dondo n'a plus de mandat, il est illégitime. Son mandat a pris fin à la fin de la législature passée, c'est-à-dire à la fin le 28 novembre 2011. Il n'a plus de mandat. Comment peut-on confier à l'organisation de concertation nationale à quelqu'un qui est sans mandat? Ce qui signifie que ces concertations nationales sont illégitimes, n'aboutiront à rien. Ce sera, comme je viens de dire, de l'argent jeté par les fenêtres. Merci beaucoup, professeur Fouelé, pour ce regard et cette contribution. Et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci, Mingi, peuple congolais, surtout nous profiter du passage de grand journaliste Cheikh Fita. Il est de passage à Genève précisément. Alors, sur la RAI par rapport au projet, programme en Suisse, c'est quoi le programme? Dans le mois de novembre, pour lancer une campagne pour rencontrer ou bien les combattants intéressés à la diaspora, précisément à l'Europe, à Genève, pendant 2 jours, on a causé l'atelier moto. Je crois bien que nous sommes vraiment dans l'hôtel, mais tout le monde a causé l'atelier pour échanger l'énergie. En France, il y a une énergie dans Bango. Belgique, merci déjà pour 2-3 personnes à Londres qui ont confirmé déjà présence dans Bango. Donc, numéro on a vu sur contact pour naviguer dans ces chaîne à chaque Fita pour confirmer, c'est déjà le mois, dans le mois de novembre. Pendant 2 jours, le but est que non, pour changer ma cambo, c'est juste quand que non, pour ça la interconnexion, tout le monde est concret. Pour travailler une nuit entière sans journaliste, malheureusement, chez Fita, au Bozalamé, au Kocha Appareil, au Kocha Caméra, on travaille toute la nuit et que non, le matin, tout seulement en synthèse. Et l'après-midi, il y a une journée de bien aux médias pour tout annoncer dans le monde entier ce que nous aurons conclu ensemble. Tout le but est que nous, tout le leadership à combat, loin de là en tout cas, et ce que nous aimerions, c'est que nous, depuis plus de 5 ans, tout ça, nous avons la mobilisation, la sensibilisation pour éveiller la conscience du peuple congolais, ce qui est fait avec succès. Mais cette fois-ci, tout le monde que nous travailler dans un groupe à Belgique, groupe à France, ou bien combattant à Londres, ou bien à Allemagne, tout ça. C'est un problème, c'est un projet, tout travail sur le gouvernement, dans la union, dans la unité. Voilà moi ce que nous voulons faire avec tous les combattants engagés.
Voilà, je crois que ça peut bien ressortir. Voilà. Enfin. J'espère que tu es prêt là. Voilà, celui-là tu l'as. Ok, c'est bon. Voilà.